pour cette présentation, puis merci de m'accueillir. J'ai changé un peu le titre. Je me suis rendu compte que c'était mal dit, en fait. Ça légitime pas la crise, c'est légitimer les reprises et contribuer à la crise. Il y a une erreur déjà. J'ai changé ce matin, donc c'est pour ça que... Donc, les reprises de logement entérinées par le TAL en 2021. Donc, une recherche à l'intérieur d'une recherche que je vous présente aujourd'hui. Donc, depuis 3 ans maintenant, je travaille sur les reprises de logement euh, comme objet, comme cause au tribunal administratif du logement. Si je travaille là-dessus, ben, c'est surtout, je vais vous montrer, dans le fond, parce que les reprises de logement, c'est une forme d'expulsion résidentielle légitime, là, sans faute aussi du locataire, qui sont en augmentation depuis une dizaine d'années. Donc, ça commence vers 2015-2016, la hausse d'année en année. Puis dans les 4 dernières années, c'est exponentiel. J'ai même pas les statistiques là, pour vous montrer de 2022-2023, mais on dépasse, il me semble, les 3000 dans les dernières années. Donc, c'est exponentiel. Euh, Dans un contexte, évidemment, de crise du logement, mais aussi dans un contexte où on trouve que la crise est assez importante, même si le gouvernement n'a rien fait pendant plusieurs années, mais assez importante pour adopter un moratoire sur les évictions pour agrandissement ou pour rénovation, mais les évictions ne constituent pas la majorité des expulsions résidentielles au Québec. Là. Celles qui passent par le TAL, c'est vraiment les reprises qui sont là le plus. Les reprises de logement sont généralement aussi considérées comme légitimes socialement, c'est-à-dire qu'on considère que il est de bon droit pour les propriétaires de reprendre un logement, vu qu'ils ont acheté souvent ce logement-là pour y habiter. Donc, c'est ça que j'ai voulu investiguer, dans le fond, la légitimité euh, de ce droit, donc de ce droit de propriété face au droit de maintien dans des lieux que les locataires ont. Donc, la Régie du logement qui précédait le TAL est fondée sur le principe que, on a besoin d'une organisation et d'un tribunal pour assurer que les rapports entre propriétaires et locataires ne soient pas au désavantage des locataires. C'était même dit dans le livre blanc, dans l'adoption de la loi qui a créé la Régie du logement. Et donc, on a mis en place des mécanismes, dont le droit dans le maintien dans les lieux, pour euh, à s'assurer que c'est ça, les propriétaires n'abusent pas de leur pouvoir. Et c'est ces deux droits-là qui rentrent en contradiction dans les reprises de logement. Donc, ce qu'on a fait comme recherche pour 2021, là, il y a déjà un rapport qui a été publié avec Pascal Dufour là-dessus, donc qui détaillait de manière assez statistique là, quelles étaient les décisions, comment elles étaient rendues et quels étaient les types de logements. Je vais vous montrer un peu tantôt, je vais résumer, qu'il y avait pour 2021. Présentement, la recherche se poursuit, puis on inclut 2019 puis 2023 dans nos données. Fait qu'il va y avoir des données de 2019 puis 2023 aussi au début de la présentation. Euh, donc, si vous voulez lire ce rapport-là, qu'il y en a un autre qui va suivre dans les prochains mois, j'imagine, mais ce rapport-là, vous pouvez prendre en photo le code QR, puis vous allez arriver directement. Donc, ce premier projet là, qui était appuyé par l'Observatoire des profilages, puis qui avait un financement aussi du CRSH. Mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse de manière assez quantitative là, le contenu des décisions quant aux reprises de logement en 2019, 2021, 2023. À date, on a des données officielles juste pour 2021. C'est-à-dire qu'on regarde quelles sont les caractéristiques des logements et des locataires, dans le fond, qui sont impliqués dans ces décisions-là. On va aller chercher l'adresse du logement, on va aller chercher qui était présent à l'audience, est-ce que les gens étaient représentés par des avocats ou non. Évidemment, on va recenser les ordonnances, donc la décision
du juge ou de la juge quant à la demande de reprise de logement. Et puis, on va aussi détailler qui sont les bénéficiaires de ces reprises-là. Dans la majorité des cas, les bénéficiaires, ce sont les propriétaires eux-mêmes, là. Même si on entend beaucoup parler que ça pourrait être les enfants ou les parents, c'est souvent les propriétaires qui reprennent des logements. Et puis, on va aussi détailler quel est le projet, on va aller chercher c'est quoi le projet du propriétaire, puis si les locataires en cause ont fait une défense. Donc, est-ce qu'ils s'opposent à la reprise et pour quel motif? Généralement, le tribunal, il va gommer tous les types d'opposition, puis il va les regrouper en deux catégories. Ceux qui s'opposent parce qu'ils estiment que c'est une éviction déguisée, puis ceux qui s'opposent parce qu'ils estiment que la reprise est due à un litige préalable entre les parties. Donc, dans les deux cas, le locataire s'oppose parce que euh, il, il estime qu'elle n'est pas légitime, cette reprise-là. Ça ne veut pas dire que les locataires ne s'opposent pas. Ça veut dire que c'est les oppositions que le juge digne d'être entendues et consignées dans la décision. Parce que c'est ça, quand on lit les décisions, on ne lit pas la réalité, on lit l'interprétation qu'a fait le juge de ce qui s'est déroulé pendant une audience. Les audiences sont enregistrées, mais ils ne sont pas transcrites. Donc, il y a juste dans le fond, les juges vont souvent se baser sur leurs propres notes pour rendre leur décision. Puis ça, on s'en est rendu compte parce qu'on a complété notre recherche plus quantitative avec des observations d'audience qu'on a faites en 2023 puis en 2024. Là, mais pour le premier rapport, c'est des observations qu'on a faites en 2023 où on se rendait compte qu'il y avait beaucoup plus de choses qui étaient dites et la teneur des discussions était pas mal différente que ce qui était consigné dans les décisions. Voilà. Ce projet-là, il y a l'objectif, dans le fond, aussi de faire une analyse cartographique, là, donc de les situer dans l'espace, ces logements-là, puis de voir, peut-être de faire des liens avec les processus de gentrification en cours dans les différents secteurs où ça apparaît. À première vue, les reprises de logements, il y en a partout au Québec, dans différents types de secteurs, même s'ils sont concentrés, évidemment, où il y a des locataires, donc généralement dans les quartiers centraux. On veut aussi analyser les discours des décisions dans le futur. Donc, comment les juges rendent leurs décisions. Puis aussi, on veut faire des analyses des discours pendant les audiences, donc faire venir les audios, puis peut-être dans le futur aussi faire des entrevues avec les acteurs du processus. Dans le cas de ma présentation, ce qui va plus nous intéresser, c'est le lien avec le crash, hein, qui a comme participé à ce projet plus détaillé que ce que j'ai voulu voir, en le fond, ou ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui arrivait avec au départ, ce qui arrivait avec les immeubles suite à une reprise de logement. Est-ce que les immeubles étaient vendus? Est-ce que la valeur augmentait? Est-ce qu'il y avait des changements dans la structure de propriété? C'est toutes ces choses-là. Puis donc, la recherche que je présente aujourd'hui se concentre surtout là-dessus. Puis j'ai intégré aussi dans ce projet-là l'idée d'aller chercher les historiques au TAL. Donc, est-ce que le propriétaire en question qui a fait cette reprise-là, est-ce qu'il a fait plusieurs demandes de reprise dans les années précédents ou même la même année? Fait qu'en 2021, j'ai au moins 25 ou 26 cas, là, je ne les ai pas recensés dans le détail, où les propriétaires font des demandes multiples la même année. Donc, parfois, c'est deux fois pour eux, des fois, c'est pour eux pour leur. Ça va venir. Ça, je vais étudier ça plus en détail dans le futur. Donc, c'est ces deux parties-là aussi aujourd'hui dont je vais parler un petit peu plus, mais je vais quand même comme vous montrer qu'est-ce que ça donne un peu comme résultat rapidement. Donc, faut dire que les reprises de logement sont vastement autorisées et légitimées par le TAL. Donc, c'est pas parce que les causes au TAL, là, dans ce qu'on retrouve, c'est qu'à peu près, il y a plus de 50% des demandes qui sont autorisées. Puis, si on compte les ententes hors cours qui sont signées entre le dépôt d'une demande d'audience puis l'audience elle-même, ben là, on tombe près du deux tiers, dans le fond, pour certaines années, des demandes qui sont enterrées. Ça veut dire que entre 60 et 66 des demandes des propriétaires qui passent par le TAL sont entérinées, légitimées par le TAL.
OK. Donc, il reste un petit 35-36% de ces demandes-là qui sont quand même refusées. Elles le sont généralement refusées pour des raisons spécifiques. Mais juste avant, je voulais juste, j'ai mis le montant. Ça veut dire, ce que nous, on a mesuré, c'est qu'on arrive à 2167 logements qui ont été repris et dont la reprise a été légitimée par le TAL pour le Québec au complet. C'est une infime minorité du nombre de reprises parce que tout le monde s'entend, ceux qui travaillent sur ces questions-là puis qui sont en contact avec des locataires, la majorité des demandes de reprise de logement ne se rendent pas au tribunal administratif du logement. Ils sont réglés avant par d'autres types de processus. Donc, on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est, on ne peut pas connaître les tenants et aboutissants. Ce qui serait bien, euh, c'est de voir en comparant les données. Je sais que le RECLAC avait déjà comme des données par rapport à ça, là, de ceux qui allaient voir les comités logement quant à des demandes de conseil sur des reprises de logement, de voir celles qui existent et celles qui se sont vraiment rendues au tribunal. Là. Est-ce que ce serait quoi les différences? Mais c'est ça, c'est quand même beaucoup de logements qui sont disparus du marché. C'est pas anodin parce que généralement, quand un logement est repris, ben, il devient hors de portée du contrôle des loyers. Si on reprend un logement pour soi-même ou pour un parent proche, ben, il y a des grosses chances que soit on ne signe pas de bail et que si on le remet sur le marché, on ne va pas respecter l'ancienne clause G qui s'appliquait. Donc, on va le louer au prix du marché par la suite. Donc, chaque demande de reprise a le potentiel de contourner le principe du contrôle des loyers. L'autre élément qui est assez comme problématique, c'est que la, quand un propriétaire fait une demande pour une reprise de logement, la cause, évidemment, c'est le projet du propriétaire. C'est quoi son projet ou de la propriétaire? Pour qui est le logement? Donc, qui est le bénéficiaire? Puis, est-ce que ce projet-là va être à long terme? Donc, est-ce que ce projet-là est crédible dans le fond? Est-ce que ça va réellement se faire selon ce que le propriétaire mentionne? Sauf que dans les refus, la crédibilité de la demande du propriétaire, c'est pas ce qui est le motif de refus par le tribunal. Ce qui est généralement le motif de refus, c'est des éléments de procédure. Ça veut dire que si le propriétaire respecte la procédure, peu importe la crédibilité de la demande, ça va passer. Donc, on ne juge pas de la crédibilité de la demande, on juge juste si ça a été fait en bonne et due forme. Et donc, si vous allez lire les décisions, les juges s'entendent, ils ne s'étendent pas là, sur la crédibilité. Ils estiment toujours la bonne foi des propriétaires. De un, parce que c'est le principe même qui guide le tribunal. Donc, vu que c'est un tribunal de proximité, on ne juge pas de la bonne foi des parties. Hein? On ne peut pas présenter comme preuve que mon propriétaire, c'est un menteur. Il est officiellement reconnu par le tribunal comme étant de bonne foi. C'est aussi ce qui est au centre du Code civil. Donc, par la suite, ben, on peut juste trouver comme des failles. C'est aussi inégal parce que les vices de procédure, il faut se connaître, il faut s'y connaître en principe de justice pour savoir qu'il y a des choses qui n'ont pas été respectées et il faut les défendre devant le tribunal. Il y a des juges qui sont garants de la procédure, mais il y a des juges qui attendent que les locataires révèlent les vices de procédure dans la demande de reprise pour pouvoir la refuser. Donc, si ce n'est pas présent, ben il y a des risques que ce soit accepté. Donc, là, j'ai détaillé un peu, mais je ne vais pas aller dans le détail, mais on voit là, les différents types de problèmes qu'il peut y avoir avec les procédures. Généralement, ce qui est refusé, c'est parce que le propriétaire se trompe de cause. Hein. Il sert de la reprise pour faire quelque chose dont la reprise n'est pas l'essentiel. C'est pas l'objet de l'audience. Alors, quel type de logement en 2019 et en 2021 avait été repris et quels étaient les profils des locataires? Bien, déjà, comme des années dans le logement, donc c'était des logements où les gens étaient là depuis longtemps. Hein. Ce qui fait que, dans le fond, généralement,
les loyers étaient peu élevés. Et les bénéficiaires, comme je le disais tantôt, sont généralement des propriétaires. Donc, vous voyez les logements en jeu, là, il y avait 65% des logements en 2019 puis 2021 dont le prix du loyer était entre 500 et 1000 pièces, qui est vraiment comme en bas du marché. Et l'essentiel des logements, 40% des logements étaient des 5,5 et des 6,5. Donc, c'est des logements, comme dit, familiaux qui sont repris plus généralement. Dans tous les cas, là, que la personne qui reprenne soit seule ou en couple, ou comme on a vu, il y a eu des cas euh, de, de, de propriétaires qui reprennent un logement pour leur fils. Une seule personne pour habiter un 12,5. Donc, et c'est accepté par le tribunal, considéré que la demande était crédible puis que le projet était réaliste. Euh, voilà. Donc, moi, je me suis intéressé à ça, en fond, est-ce que c'est légitime? Si la crédibilité de la demande n'est pas un enjeu, est-ce qu'on peut tester comme les crédibilités de la demande? Qu'est-ce qui arrive après avec ces logements-là? Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour le marché du logement tout court? Donc, je suis allé voir plus spécifiquement, j'ai échantillonné des décisions montréalaises où le locataire ou la locataire contestait la reprise en invoquant la possible que c'était un processus d'éviction déguisé ou qu'il y avait des litiges. OK? Donc, ça donnait 76 décisions où, à Montréal, le locataire s'oppose pour éviter en disant que c'est une éviction déguisée ou un litige, puis que ça a été accepté quand même. C'est-à-dire que le propriétaire a réussi à convaincre quand même le juge. C'est à peu près, c'est encore là, c'est dans les mêmes taux. En fait, ça ne fait pas de différence sur les décisions ou les ordonnances que le locataire s'oppose ou pas. Donc, c'est dans le même ordre d'acceptation de reprise, peu importe si on s'oppose ou pas. Fait que ce que j'ai essayé de faire, c'est que je suis allé voir, parce que donc j'ai dit ici des statistiques pour 2021, là, mais je vais me rendre tout de suite à ce que j'ai voulu faire. Donc, je suis allé au départ, je voulais aller voir la valeur, les changements dans la valeur des immeubles. Mais évidemment, je me suis intéressé aussi aux données sur les transactions puis aux données sur l'historique du TAL pour voir ce qui arrive. De ces 76 logements-là, c'est 55 duplex, 15 triplex puis 4 condos, ce qui est totalement normal. Là. Dans le fond, euh, pour pouvoir reprendre un logement, il faut être propriétaire unique de l'immeuble. Donc, il ne peut pas avoir de copropriétaires qui font de reprise de logement. Il y a une seule exception à la loi, c'est si les copropriétaires sont en couple. Donc, des parents avec des enfants qui sont copropriétaires ne peuvent pas reprendre des logements. Il y a des compagnies ne peuvent pas reprendre des logements. Ça peut juste être des personnes et le propriétaire unique. Et donc, il y a l'exception pour les couples. Ce qui est quand même assez... cette idée de couple, là, ça en dit beaucoup sur l'hétéronormativité du droit québécois. Euh, donc, j'ai regardé un peu le loyer moyen de ces décisions-là, c'était 878 dollars. Puis, généralement, les gens ils étaient en moyenne depuis 11 ans dans leur logement. Et puis, ben, c'est ça, c'est les mêmes statistiques. Là, vous voyez, c'est généralement des 5,5, des 6,5 qui sont comme la pluralité. Il y a un peu plus de 4,5 que habituellement dans mon échantillon. Donc, la valeur moyenne des logements, donc, je suis allé regarder les évaluations municipales, qui ne sont pas comme une donnée totalement fiable, mais assez fiable parce que, dans le fond, l'évaluation des immeubles est faite sur la valeur marchande dans des secteurs donnés. Donc, elle n'est pas, c'est pas décidé arbitrairement par la ville. Là. Les évaluations municipales, c'est quand même basé sur la valeur dans le marché. Et donc, j'ai regardé un peu qu'est-ce qui est arrivé avec ces logements-là repris. Donc, l'augmentation de l'évaluation municipale entre 2014 puis 2021, c'était une moyenne annuelle de 17 000 puis post-reprise, on a une moyenne de 53 000 donc, ça a augmenté en 2014 l'évaluation municipale, puis 2021 en moyenne de 17 000
pendant toutes ces années-là. Puis après la reprise, ça fait un bond de 53 000. C'est assez corrélé avec des données sur la spéculation puis les enjeux de l'immobilier à Montréal pendant ces années-là. Fait que disons que j'ai voulu, moi, j'ai essayé d'aller un petit peu comme plus loin. Donc, si je prends mon échantillon puis je le compare hein, au prix médian des multiplex qui, selon le site du FSMI, donc l'augmentation entre 2020 et 2023 de la valeur des prix médians des multiplex euh, selon les données des courtiers immobiliers, c'est que la valeur marchande a augmenté de 11,6 Mais si on prend mon échantillon, la valeur a augmenté de 19,19 dans l'évaluation municipale. Donc, dans ces secteurs-là, ça ne veut pas dire que ces immeubles-là, la valeur a augmenté à cause des reprises, mais il y a une corrélation entre la valeur des immeubles puis peut-être des processus de gentrification ou d'augmentation de valeur dans ces secteurs-là même. Et peut-être que les propriétaires veulent en profiter, en fait, et se servent de la reprise pour évincer. Euh, je suis aussi allé voir les données donc, sur l'historique du TAL. Dans 16 cas sur 76, le logement avait déjà fait l'objet d'une demande de reprise par le passé. Donc, le, le propriétaire pour cet immeuble-là avait déjà fait une demande de reprise. Ça fait en total 24 demandes parce qu'il y a des propriétaires qui ont fait plus qu'une demande dans ces années-là. Il y a dans plusieurs cas, dans le fond, ils s'essayent plusieurs années d'affilée jusqu'à temps que ça fonctionne. Euh, dans 13, c'est ça. Donc, dans 13 des 16 cas, c'était au moins une seconde demande de la part des propriétaires. Ça inclut, c'est ça, soit une même demande qui avait été refusée pour un même logement, donc qui est refait qui est redemandé, donc qui a finalement été accepté. Mais ça inclut aussi des demandes multiples. C'est-à-dire, il fait une demande pour le premier étage, puis l'année suivante, il fait une demande pour lui encore, mais pour le deuxième étage. Donc, ça inclut ça. C'est 13 des 16 cas que j'ai trouvé qu'il y avait ça. Ce qui est pas banal non plus, parce que dans le fond, ça veut dire que pour les locataires, un coup que tu as reçu une première demande de reprise, tu es sur une voie vers la reprise dans le futur. Ça va se faire, dans le fond. Parce que il y a pas, j'ai pas trouvé des mêmes processus pour les refus. Tu sais, j'ai cherché aussi dans les refus s'il y avait eu des multiples demandes. Puis généralement, c'est ça. Les refus, ça arrive, mais pas dans les cas de 20%. Donc, dans 11 cas, il y avait des conflits entre les parties. Donc, sur les 16, il y avait aussi des conflits entre les parties, c'est-à-dire, là, je n'ai pas le temps ici de toutes les énumérer, mais soit des problèmes avec l'utilisation des lieux, soit des causes en fixation de loyer, les locataires demandaient des réparations majeures, toutes sortes de trucs qui sont demandés. Donc, dans 11 de ces cas-là, c'était déjà comme judiciarisé. Tu sais. Euh, j'ai même recensé une, euh, deuxième reprise, dans un cas, il y a une deuxième reprise qui a été faite pour le même appartement, pour la même personne. Donc, en 2021 puis en 2023. Donc, je ne sais pas. Ils ont repris le logement, quelqu'un d'autre y a habité, puis on le reprend encore. Fait que c'est deux fois une mère qui reprend un logement pour sa fille. Puis elle avait déjà tout repris les autres logements de cet appartement-là aussi. Là. Il y avait 4 dossiers de reprise dessus. Voilà. J'ai trouvé aussi 13 cas de changement dans la structure de la propriété. OK? Là, j'ai en fait une erreur. Euh, donc, dans 13 cas, dans 13 cas, il y a eu des changements. Dans 10 cas, il y a eu des ventes. L'immeuble a été vendu suite à la reprise. Donc, c'est supposé être un projet pérenne. C'est ce qui a fait qu'on autorise le. Donc, les gens ils vont dire je vais aller vivre là ou la personne va aller vivre là, mais finalement, les immeubles ont été vendus. Donc, 10 sur 76. Puis, il y a eu 3 changements dans la structure de la propriété. Ça veut dire que suite à la reprise, euh,
il y a un propriétaire qui s'ajoute. Ça ne veut pas dire que l'immeuble est vendu, mais on change la structure de la propriété. Donc, ça vient, il y a des changements assez importants. Puis il y a des fois où, c'est ça, il y a des copropriétaires. L'année de la reprise, il y a un seul propriétaire. Puis après ça, suite à la reprise, c'est le retour des copropriétaires. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé. L'autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que pour faire l'étude des changements dans la structure de la propriété, tu sais, on consulte le registre foncier, là. Donc, je consultais chacune des adresses pour aller voir ce qui se passait avec la structure de la propriété. Puis, ça nous donne aussi, dans le fond, des informations sur qui a contracté des hypothèques sur ces immeubles-là. Puis, dans 25 des 76 cas, suite à la reprise, il y a eu des demandes d'hypothèques. Donc, soit pour travaux majeurs, ce qui peut être, c'est-à-dire on reprend un logement pour y habiter puis on fait des travaux. Mais souvent, la personne l'achète en 2020, contracte une hypothèque de à peu près la valeur de l'immeuble, fait la reprise, puis contracte une nouvelle hypothèque beaucoup plus importante. Comme si les banques sont davantage prêtes à prêter à des propriétaires qui ont réussi à avoir des reprises. Et là, j'ai trouvé comme des pépites, là, c'est mes petits cas problématiques. Donc, dans mes 76 cas, le premier, évidemment, c'est un flipper qui, ça donne à ça. Je l'ai retrouvé, en fait, je l'ai googlé, puis je me suis rendu compte qu'il y avait une page Instagram et sans vergogne, ils se vantent de ces flips. Je sais pas, on le voit pas, là, mais pour chacune des photos, il y a un mot-clé flip ici, là, comme ça. Donc, et donc, lui, ce qu'il fait, c'est ça, c'est qu'il achète un immeuble, il reprend, euh, il reprend un ou plusieurs logements, et puis il rénove, puis par la suite, il revend l'immeuble, puis il en achète un autre avec ça, puis donc, c'est comme ça. Alors, dans le fond, c'est lui qui reprend pour lui-même, mais c'est pour faire les travaux. On ne sait pas s'il habite là vraiment. Il donne toujours cette adresse-là comme étant l'adresse de son adresse principale pour les comptes de taxes, mais dans le fond, il déménage à chaque fois. Vous pouvez voir son nom, mais je ne vais pas le nommer là, quand même. D'autres pépites, donc une reprise de logement qui a permis au propriétaire de loger au deuxième puis placer un appartement similaire en location court terme. Donc, il achète un, euh, un duplex, puis dans le fond, tout à coup, ce duplex-là devient sur la liste tu sais, qui a été demandée par le RECLAC, la demande de, d'accès à l'information pour savoir qui avait des permis de location court terme. Puis lui, il avait pour cet immeuble-là un permis de location court terme suite à une reprise acceptée. Euh, des courtiers qui reprennent des logements. Donc, j'en ai un que j'ai dans mon truc qui est super connu, Villeray-Plateau, là, donc, dont le père était aussi courtier et un évinceur reconnu. D'ailleurs, j'en ai été moi-même victime. Donc, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça, c'est ça, ça continue de père en fils. Donc, ensuite, un logement repris à au moins deux reprises, j'en ai parlé tantôt. Deux cas de compagnie qui vendent le logement à un tiers qui reprend le logement puis le revend à la compagnie qui en était propriétaire au départ. Donc, je l'ai dit tantôt, la reprise de logement ne peut pas être faite par des compagnies, mais c'est ça. Il y a des compagnies à numéro ou même des compagnies de cours qui achètent des immeubles, puis souvent, c'est le propriétaire de cette compagnie-là qui devient propriétaire de l'immeuble. Il va se le revendre après en ayant dit euh, qu'elle allait habiter là. Et puis après aussi, un autre pépite, un couple qui reprend un logement en 2021 pour s'y loger, mais s'est fait reprendre un autre logement ailleurs en 2022. Donc, en faisant mon historique total, je me suis rendu compte que, dans le fond, eux, il y avait un immeuble, ils avaient acheté un immeuble dont ils étaient propriétaires. Ils ont fait une demande de reprise en 2021 pour habiter dans ce logement-là. Mais en 2022, ils étaient victimes eux-mêmes d'une reprise dans un autre logement dans lequel ils disaient qu'il y avait effectivement un immeuble à logement, mais ils ne voulaient pas vivre dedans. Ils voulaient continuer à vivre dans cet appartement-là et qui servait de l'autre immeuble, de l'autre appartement pour ces artistes. Donc, ils s'en servaient pour créer, puis bon, tout ça. Donc,
la reprise du départ n'était pas légitime parce que finalement, il n'habitait pas dans ce logement-là, même s'il avait dit qu'il y habitait. Les, un truc qu'on discute peu souvent, puis ça me permet de faire le lien, là, c'est-à-dire qu'on parle peu souvent des conséquences négatives pour les locataires. Donc, dans les premières années de ma recherche, je faisais pas ça comme je l'indiquais pas, mais les locataires, de plus en plus, ils indiquent, ben, en fait, dans les audiences, ils vont évoquer des conséquences négatives pour eux. Puis, de plus en plus, les juges les consignent, ces conséquences négatives-là, dans les décisions. Donc, il ne faisait pas ça en 2019, mais de plus en plus, il consigne ça. Puis là, j'ai des statistiques là-dessus pour 2023. Donc, évidemment, les causes principales ou les conséquences négatives principales qui sont évoquées par les locataires, c'est économique. Donc, le prix du loyer qui va augmenter, évidemment, mais aussi l'attachement au logement lui-même. Donc, il y a vraiment comme... Et, et malgré ces conséquences négatives-là, les logements sont quand même repris, là, tu sais, il faut le dire. D'autres conséquences économiques, des enjeux aussi, juste le fait de déménager comme étant vécu comme un stress, donc une conséquence négative, juste de déménager, c'est écrit comme juste le fait de déménager, ça pose problème pour eux. Proximité de l'école, l'éloignement, famille, quartier, réseau, tout ce qui sont comme toutes des conséquences que fait la reprise, d'autant plus si cette reprise-là est illégitime puis le propriétaire y habite pas. Voilà. Donc, si j'avais comme quelques conclusions, évidemment, le moratoire tel que le demandent les comités logements devrait être entendu aux reprises. Plus qu'un moratoire, ça devrait être interdit jusqu'à ce qu'on ait un processus qui permette véritablement de savoir si elles sont légitimes ou pas. Parce que présentement, les juges se basent beaucoup sur le fait qu'une reprise peut être contestée en mauvaise foi par la suite, mais c'est extrêmement difficile à la fois de ramasser des preuves sur les nouveaux locataires, puis aller comme sonner à la porte, ça demande beaucoup d'efforts. Mais deuxièmement, il faut prouver la mauvaise foi du propriétaire, c'est-à-dire que quand il a fait la demande de reprise, il savait qu'il n'allait pas habiter là. Donc, c'est extrêmement comme difficile à prouver. Ça fait partie des enquêtes futures qu'on veut faire, voir qu'est-ce qui a été, c'est quoi qui est reconnu par les juges comme étant de la mauvaise foi, mais d'après les informations qu'on a à date, là, c'est quand même assez difficile. Il faut être capable de prouver que le logement que la personne avait déjà en tête de ne pas habiter là, et puis que c'est pas un changement de projet normal. Donc, c'est assez compliqué. L'autre élément, évidemment, c'est de mettre des mesures antispéculatives, là. C'est comme si les reprises sont en augmentation, c'est parce que les gens paient trop cher pour les immeubles qu'ils achètent et les appartements qu'ils achètent. Il y a un décalage entre la capacité de payer, même des propriétaires, leur hypothèque. Là. Dans les 25 nouvelles hypothèques, là, il y en a très peu, très peu qui ne frôlent pas le million pour des duplex ou des triplex. C'est énorme. Ça veut dire d'énormes montants de mensualité hypothécaire, ce qui fait qu'il y a une pression automatique sur les locataires qui sont déjà occupants, d'autant plus s'ils sont là depuis longtemps. Et puis, évidemment, on a l'hypothèse que les nouveaux propriétaires sont même conseillés par les courtiers puis les banques pour se débarrasser de ces locataires-là. Donc, des mesures antispéculatives, là, déjà, si on payait de l'impôt sur les gains de capitaux pour l'immobilier, hein, alors que les mesures pour favoriser la spéculation, c'est dans le fond, c'est des mesures qui sont appliquées par le gouvernement. Ça pourrait déjà comme limiter par rapport à ça. Puis, il y a pas, on n'y revient pas, moi, j'invente rien. Là. Le registre des baux permettrait aussi de savoir à chaque fois euh, quand il y a un logement repris qui est remis sur le marché, dans le fond. Tout de suite, ça sonnerait quelque part, puis on pourrait dire, oui, mais pourquoi finalement vous habitez pas là? Pourquoi votre mère habite pas là? J'en ai vu des cas où, tu sais, dans le fond, c'est légitime, là. J'ai eu des décès, par exemple.
Tu sais, un couple qui achète, puis une des deux personnes qui décède, ben finalement, c'est sûr que ça se peut qu'ils n'habitent pas là, là. Il y a des enjeux. Mais de devoir donc s'expliquer sur des reprises qui ne sont pas effectuées comme on pensait, le registre permettrait de faire ça. Voilà. Merci beaucoup, Renaud. Donc, on va pouvoir ouvrir à la session de discussion, commentaires, questions. Vous pouvez intervenir directement ou poser vos questions dans le chat. Eh bien, en avant. Euh, j'ai oublié ton prénom. Ma- Oui, Martin, ouais. ouais, désolé, Martin, c'est ouais, pas Martin de super. Martin. Greco. Oui, dans le fond, je voyais que dans les motifs, les conséquences négatives, il y avait 80 pour l'accessibilité, puis un autre 30 pour la santé. Est-ce que c'est des motifs qui ont déjà été considérés pour refuser une reprise de logement? Par exemple, si quelqu'un avait eu par le passé des adaptations de domicile, puis le fait de devoir déménager, devoir refaire tout le processus à zéro. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà... Ben, c'est ça, on n'est pas rendu là parce que là, on a juste comme. Ça, c'est des statistiques de. J'avais pas ça pour la 2021 quand je l'ai faite. Je le consignais pas. C'était avec l'expérience que je l'ai. Fait que là, je dois retourner à rebours puis aller chercher ça dans les décisions pour 2021. Puis après ça, les croiser avec les refus. Puis voir si les motifs de refus ont rapport avec les conséquences négatives. Mais juste le de mémoire, j'en ai pas. Il n'y a pas de. Il y a pas, on ne peut pas s'opposer à une reprise pour des conséquences négatives que ça a sur nous. D'ailleurs, quand j'ai fait des observations d'audience, euh, même les juges, souvent, ils vont arrêter le témoignage du locataire pour dire oui, mais on n'est pas là pour voir les conséquences sur vous, tu sais, dans le fond, Mhm. du projet. Euh, c'est souvent Donc, ça qui arrivait. Donc, donc je suis pas sûr même... que c'est. Mon hypothèse, c'est que c'est pas, ça rentre pas en ligne de compte. OK. Il faut que quand la personne parle, elle peut évoquer des conséquences négatives, mais il faut qu'elle soit capable de montrer que le projet du propriétaire n'est pas crédible. C'est pas elle qui est l'objet, c'est pas le locataire qui est l'objet, dans le fond, de l'audience. Tu sais. OK. À moins qu'évidemment, il y ait eu des litiges dans le passé ou ce genre d'affaires-là. Mais ce que ça va y faire, c'est pas tenu compte. C'est-à-dire que quand même un problème là, que j'ai révélé, tu sais, comme j'en ai parlé ailleurs, mais parce que dans le fond, pendant l'audience, le projet de vie du propriétaire et ses conséquences économiques, c'est l'essentiel de la discussion qu'il va avoir. Mais les conséquences économiques sur les locataires, ça, c'est zéro discuté, pas plus sur la santé et tout ça. Évidemment, les seuls cas où ça arrive, là, mais c'est pour les locataires aînés. Mais en 2023, j'en ai vu juste trois locataires aînés qui l'ont. Tu sais, puis moi, c'est des décisions de 2020, de 2021, ça veut dire que c'est des processus pour 2021 puis 2022, là, puisque si l'audience est en décembre, ça veut dire que la reprise va avoir lieu en juin, juillet 2022, mais non, c'est ça, c'était très peu arrivé. Merci, Claudia. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation, c'était super, vraiment intéressant, Merci. vraiment des super recherches. Là, je sais pas le crash, on est content que vous soyez là. Oh là là, on a besoin de vous autres. Euh, j'ai deux points. Un truc que j'aimerais clarifier sur l'intervention qui vient d'arriver là sur quand vous parliez que les locataires évoquaient les conséquences négatives sur eux, des demandes de reprise et tout ça. Si j'ai bien compris, vous mentionniez ça, que vous trouviez ça maintenant dans les notes des juges ou quelque chose comme ça, c'est bien ça? Ouais. Ben, Et, c'est pour ça et on s'est mis à les consigner. On a recommencé l'année 2023 parce que c'était pas quelque chose qui nous est pour 2021 puis 2019 qui était comme marquant. Mais là, il commence à avoir plus de. Je sais pas s'il y a un mot qui s'est passé. Je sais pas qu'est-ce qui arrive. OK, donc les locataires en parlent, mais c'est pas efficace. Si, à part si c'est en lien avec le litige qui C'est est ça. utilisé, c'est ça, hein? OK. Ouais. OK, Ils je vont voulais en être sûr. parler surtout. Le juge peut en tenir compte pour, mettons, parce qu'il y a un dédommagement qui peut être donné. OK. Il y a un dédommagement. Les locataires ont droit à un dédommagement.
bon, les balises de ce dédommagement-là, ça change d'un juge à l'autre. Il y a des juges qui disent ah, la loi a dit que c'est ça. Puis il y a des juges qui disent ben, ça dépend de ce que vous demandez. Fait que là, pour établir le dédommagement, ben, c'est là peut-être qu'il y a plus de place aux conséquences négatives qui sont faites. OK. Mais c'est pas, ça n'aura pas ça n'a pas tant d'impact sur la décision elle-même. OK. OK, merci. Puis l'autre point que j'aurais voulu clarifier, c'est, à un moment donné, dans les exemples que vous citez, je pense que vous citez si j'ai bien compris, quelqu'un qui reprend quatre appartements différents, ou dans le même bloc, refait la demande, Ouais, qui accumule quatre reprises dans un même bloc. Comment ça en se fait que c'est l'espace justifié? de 5 ans. Comment ils peuvent justifier ça? Parce que tu peux pas habiter dans quatre places en même temps. C'est quoi, il y a quatre enfants, supposément? Ou c'est quel genre de... C'est une fois pour le propriétaire, une fois pour le propriétaire, une fois pour sa mère, puis 2 fois pour sa fille. OK, donc il a dispatché ça dans sa famille. OK, je C'est ça. comprends. Mais on ne sait pas combien il y a d'appartements dans cet immeuble-là. Là. S'il y en a juste 2, déjà, il y a un problème. Mais, euh, mais Ouais, le fait qu'il y a une demande en 2021 puis en 2023, ben, tu sais, c'est des juges qui sont différents, puis des fois, ils n'ont pas le temps de se préparer pour les causes, puis aller voir que c'est déjà arrivé dans le passé. Là. wow. Il Il faut, il regarde faut pas que le les, punitif. ben, C'est c'est les incroyable. locataires qu'il faut qu'ils le mettent en preuve, en fait. C'est ça le truc, là. Tu sais, il faut défendre ses droits. Terrible. Il y a des juges qui vont le faire, mais il y en a qui le font pas, qui regardent pas. Les juges devraient toujours demander l'âge des locataires en cause. Parce OK. que si on a 70 ans et plus, ben, ça implique tout un paquet de questions. Puis 65 ans et plus maintenant. Donc, ça implique tout un paquet de questions que les juges devraient voir, mais ils le font pas. Ils demandent jamais. Quand j'ai regardé on regarde pour l'âge, c'est jamais demandé. Donc, c'est le locataire, il faut qu'il sache que la loi existe puis qu'il la revendique, dans le fond, la protection. OK, c'est terrible. S'il n'y a pas d'autres questions, je me permettrai une troisième, mais y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Ben, je vais peut-être enchaîner sur une troisième question tout de suite, mais qui n'a pas directement rapport avec le sujet. Malheureusement, c'est plus en lien avec le fait que là, on vient de recevoir hier la super annonce nouvelle que le TAL veut vraiment faire qu'on ait des grosses augmentations. Hein, je vais le mettre de manière très subjective. Ouais. Euh, donc, en gros, presque 6% qui disent, oh, ça va être normal, ça va être une moyenne. Moi, ben, je sais pas si j'explique clairement là, pour tout le monde, mais c'est ça. Les recommandations du TAL sont tombées hier, puis pour un logement non chauffé, ils disent que la moyenne devrait être de 5,9%. Donc, Ouais. je- moi, C'est ouais, énorme, mais en même temps, comment dire? Si on c'est pour ça que souvent les comités de logement ils disent qu'on devrait toujours contester une hausse parce que dans le fond, le tribunal va statuer. Puis quand le tribunal statue, il statue au cas par cas. Il ne part pas de ce principe du 5,9 là, ou 5,6. Il va étudier le dossier complet de cet immeuble-là. Il ne part pas d'un pourcentage de hausse de base. Dans le fond, il va vraiment il va regarder cet immeuble-là, puis ça va dépendre des travaux, c'est pas automatiquement 5%. C'est que la moyenne des hausses, il estime que la moyenne des hausses en fixation devrait tourner autour de ça, tu sais, dans le fond. Donc, euh, officiellement, c'est ça. Puis après, bien évidemment, c'est basé sur un vieux modèle, là. Cette idée ouais. de conseiller des hausses en fonction de l'inflation. C'est basé sur l'idée qu'un immeuble peut perdre de la valeur à cause de l'inflation. Mais tu sais, Hein? y a-tu quelqu'un qui peut me montrer qu'il y a des immeubles qui perdent de la valeur à cause de l'inflation, là, présentement? Donc, encore aujourd'hui, les propriétaires d'immeubles peuvent déclarer à l'impôt de l'amortissement, c'est-à-dire des pertes de valeur sur des biens immobiliers. Donc, il y a comme cette conception-là que, dans le fond, l'inflation pourrait empêcher, dans le fond, le fait de faire du profit avec les immeubles à revenus. Et ça, c'est garanti dans la loi, le droit de faire de l'argent, donc avec ces immeubles-là.
Donc, les hausses sont là aussi pour protéger ça. Il faut que, dans le fond, on doit rendre ça quand même profitable. Donc, il y a ces deux problèmes-là, là. Il y a le fait que c'est du cas par cas, mais à chaque fois, on part de cette hausse, l'annonce des hausses. L'annonce des hausses, ça devrait servir au locataire à dire hey, wow, lui, il me demande une hausse tu sais, de 10-12%. Pourtant, la moyenne des hausses devrait 5-6. Donc, je vais lui demander pourquoi il me demande cette hausse. Et là, le propriétaire, dans le processus de négociation, devrait jouer carte sur table, dire bon, mais là, j'ai eu mes augmentations de taxes, puis ça donne tant. Tu sais, il y a plusieurs personnes sur le plateau Mont-Royal, par exemple, qui avaient des logements pas chers, puis tout à coup, les taxes ont augmenté, qui ont eu des augmentations énormes, qui ont été avalisées par le TAL, là, même si ça dépassait les 2% de la moyenne, parce que les taxes avaient augmenté. Donc, c'est ça. Dans le principe de négociation, ça aide au rapport de force parce que tu sais, ça devrait être quoi? C'est pas prescriptif, ça, là, le 5,6, dans le fond. Il faut que le propriétaire, il calcule en fonction, tu sais, puis le TAL fournit un outil de calcul pour le faire. Là, tu le fais, puis là, le propriétaire aussi peut dire, ouf, mais moi, je pars à 5%, comment ça que je pars à 5%? Mais, tu sais, ça dépend des factures que tu mets, puis comment tu as géré ça. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment ça se fait que c'est aussi élevé, parce que là, c'est ça, ça fait 2 ans de suite qu'on a des augmentations de 5%. Là, c'est 6%, c'est plus 5%. Donc, ça n'a pas de sens, ça. C'est les plus élevés depuis plusieurs décennies. Et Oui. l'année passée, on était comme aïe aïe, mais on se disait, OK, l'année prochaine, au moins, ils vont nous donner un break. Mais là, ils continuent, puis ils augmentent encore. Donc, Mais c'est ça, comment ça s'explique? mais ça ne s'explique pas, là, dans le fond, il l'explique pas. Mais Oui. comment nous, on se l'explique, c'est qu'effectivement, il y a des hausses pour les assurances. Il y a beaucoup d'inflation pour les assurances. D'un, parce qu'il y a des catastrophes. Là. Ça, c'était l'an Fait que- passé déjà. mais L'an déjà, passé, il y c'était avait commencé, mais beaucoup. ça continue encore cette année. Là. Il y a des hausses Ah, par rapport à ça. Il y a des hausses dans l'inflation par rapport au coût des rénovations, des travaux. Donc, ça jouerait là-dessus, là, sur les coûts afférents augmentent. Et puis, donc, c'est là que, dans le fond, il faudrait pouvoir augmenter pour aller chercher des revenus. Il y a En même une temps, OK. question quand les coûts augmentent, tu payes moins d'impôts, tu sais, dans le fond. OK. Moi, pour Mais info, bon. j'ai payé, j'ai appelé hier à la ville pour avoir mon compte de taxe, le compte de taxe de mon propriétaire. Puis bon, ils ne sont pas encore sortis, donc on peut pas, ça va être en début février. Mais il me disait, cette année il est probablement aussi élevé que l'année passée parce que ça se décide sur 3 ans. Et c'est le truc d'évaluation, là, le machin d'évaluation, ils font ça à tous les 3 ans. Ils évaluent chaque bloc. Puis là, donc il m'a dit, ben là, pour les 3 ans, là, je ne sais pas si c'est la troisième année cette année ou C'est pas la le même montant. deuxième. Ouais. C'est pas le même montant pour les 3 années. C'est Non, juste non, oui, il qu'au m'a dit au que ça se début peut que des ça change à cause des polices, tu sais, oui, non, des mais règlements. au début des 3 années aussi, ils font une projection sur les 3 ans. Ils mettent 3 montants. Ils mettent, OK, pour les 3 prochaines années, voici votre rôle triennal, première année de temps, deuxième année de temps, troisième année de temps de la valeur de l'immeuble. Puis après ça, tu as le taux de taxation sur la valeur de l'immeuble. Mais on sait déjà qu'est-ce que la ville avait prévu l'année passée pour cette année, qui était déjà plus élevé que les autres années. OK, donc ça risque d'être plus élevé que l'an passé de toute C'est façon. sûr. Oui. Wow. OK, Et merci moi, beaucoup. j'ai une question sur les reprises. Oui. Oui. Il Oui, y a une Sylvie? question dans le chat aussi. Pardon? Ah, je t'écoute, Sylvie. OK. Oui. Alors, moi, je voulais savoir si tu as participé à des audiences où le locataire posait beaucoup, beaucoup de questions au propriétaire pour tenter justement de montrer sa mauvaise foi avec tout. Parce que nous, on les prépare ici. Moi, je fais comme une pièce de théâtre. Mais là, ce que je suis en train de voir, c'est que ça ne sert pas à grand-chose. C'est ça? Parce que nous, on, exemple, est-ce que je suis un bon locataire? Est-ce que vous trouvez que je paye assez cher? Est-ce que c'est tout ça, là? De poser des Euh, questions dans sa vie personnelle, mais qui va payer, comment vous allez faire pour payer l'hypothèque si c'est votre gars, si votre fille va habiter le logement, toutes sortes de. Oui, là, ça semble que ça ne donne pas grand-chose, notre préparation. non, mais c'est ça. C'est variable, là. C'est variable l'interprétation de ce que
le locataire va faire. Il y a des juges qui sont vraiment comme sur le principe de base que c'est de la bonne foi, puis la personne jure qu'elle dit toute la vérité, donc que le projet est nécessairement crédible. Si les règles de procédure ont été respectées, ça va se faire. Il y a des juges qui entendent plus, d'après mes observations, qui écoutent plus la position des locataires, puis qui réussissent à faire comme rendre le processus, le projet moins crédible. Donc, mais il faut que chacune des questions qui sont posées, c'est bien ça, tu sais, de me dire est-ce que vous trouvez que je suis un bon locataire, que je paye assez? Il faut que ça soit corroboré, par exemple, par des courriels, par des déclarations, à la limite des photos, des enregistrements de la personne qui dit ça, pour montrer la distance entre la réponse puis des preuves. Tu sais, il faut comme aussi déposer. C'est là que ça marche souvent. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, là. Genre, moi, j'ai vu des trucs où la personne reste dans un château en France, puis revient vivre au Québec, puis s'en va vivre dans un 4,5, tu sais, dans, dans Saint-Henri. Tu sais, comme ça marche pas, là. Tu sais, comme la personne a énormément d'argent, tu sais, quelqu'un qui travaille comme. Puis, puis là, tu as toutes les preuves, puis tu as tout même, tu sais, l'appartement est mis en vente, fait que tu vois les photos de l'appartement où il vivait, puis la fille prend des photos de son appartement là, puis ça n'a pas d'effet sur le juge. Ah non. Non, c'est ça. Ça prend vraiment des trucs sur la procédure, c'est ça la première affaire. Puis la crédibilité, ben, c'est plus difficile à mettre en place. Mais ça arrive, là, tu sais, les projets, c'est sur le projet. Comme quelqu'un reprendre un logement pour une fille à Montréal qui va aller étudier l'année prochaine à Joliette, là. Là, tu dis, ben, tu sais, comme ça marche pas, là, dans le fond. Là, dans ce cas-là, ça a été refusé parce que le projet n'a pas l'air sérieux. C'est le genre d'exemple que j'ai. Je comprends. Oui, c'est ça. Merci. C'est ça la réalité. Et après, ce que je ne sais pas non plus, c'est comment tu dois monter ton dossier au TAL pour que par la suite, tu puisses reprendre en mauvaise foi. Tu sais, tu puisses faire un recours en reprise de mauvaise foi. Il faut qu'il y ait des choses qui soient consignées dans la décision. Pour ça que je pense que ta formation, ton petit théâtre que tu fais, c'est une bonne chose parce que ça l'oblige le propriétaire à dire des choses sur l'enregistrement desquels tu peux après ça comparer s'il y a une reprise de mauvaise foi 2 ans plus tard. Tu sais. C'est important de le questionner. Si c'est pas écrit nulle part, là, ben, après, tu peux pas dire que vous avez dit ça à la dernière audience. Donc, il faut poser des questions pour que ça contribue à ramasser des preuves pour la suite. Mais ça, c'est mon hypothèse parce que là, je ne suis pas rendu là encore. Merci. Merci à toi. beaucoup, Renaud. Il y avait une petite question dans le chat, plutôt sur le rôle des élus, qui est moins sur les reprises. Je ne sais pas si tu voulais y répondre rapidement avant qu'on... Moi, j'ai des élus qui reprennent des logements, tu sais, fait que je pense pas que c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup de légiférer tout ça, en fait. Puis j'arrêterais de questionner les élus, tu sais. Si on se réfléchit collectivement à diminuer la spéculation, ben commençons par parler à nos propres syndicats, commençons à parler à nos propres fonds de retraite qui nourrissent la crise du logement. Puis c'est ça, on est en train de se faire des retraites sur des reprises, là. C'est ça qui arrive. Puis sur des expulsions résidentielles, des rénovictions, des hausses de loyers abusives. Je pense que c'est plus collectivement, tu sais, c'est correct les élus, ce qu'ils peuvent faire, là, mais je pense qu'il faut réfléchir, là, tous ceux autour de nous qui disent je m'achète un logement pour ma retraite, là, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis c'est quoi les impacts que ça peut avoir? Ok, puis dans le chat, il était évoqué la question du gel des loyers, notamment. Oui, c'est ça, mais je trouve que c'est vraiment. C'est sûr que ça a été. Le réclac existe à cause de ça, là, tu sais, genre les années 70, le gel des loyers. Ben, ça aussi, ben, tu sais, c'est une demande, il faut le demander. Mais comme la structure du droit du logement, elle est individuelle, elle n'est pas collective, la seule manière de limiter les hausses, c'est de les contester. C'est chaque personne individuellement qui, tu sais, qui construit la défense collective des droits. Il y a une défense politique des droits, mais tu sais, juridique, là, c'est tout le temps individuel, là. Fait que, et on n'a pas de mécanisme pour faire ça. C'est quand même
J'ai oublié, je l'ai pas mentionné tantôt, j'ai oublié, mais tu sais, c'est sûr que c'est ça, le registre, ça aiderait beaucoup au gel des loyers d'avoir un registre. Juste le registre de Vivre en ville, moi, il m'a fait que j'ai trouvé un logement qui aujourd'hui est sur le registre de Vivre en ville. Donc, il est reloué à quelqu'un d'autre. Mon flipper, là, il y a un de ses locataires qui a mis le loyer qui avait été repris sur Vivre en ville en 2023, tu sais. Donc, voilà. C'est sûr que le registre, ça aiderait plus. Puis, il y a des manières de le faire, là, qu'on pourrait convaincre le gouvernement, d'autant que avec les propriétaires chaque année doivent envoyer un relevé aux locataires. Donc, il y aurait déjà, le gouvernement sait déjà qui est locataire et qui est propriétaire au Québec, là.